cours de l'année écoulée, j'ai intitulé l'un de mes éditoriaux « Jeunes repreneurs, il y a urgence ». Eh bien, l'appel a été entendu et je suis très heureux aujourd'hui d'accueillir à nos côtés trois témoins, plus que des témoins, trois acteurs, trois représentants de ces jeunes repreneurs, Louis Elzéar de Savran-Courtevesse, Guillaume Garbe et Lancelot Guyot. Par ailleurs, nous avons la joie aujourd'hui d'assister tout à l'heure cet après-midi à la première remise du prix Jeune repreneur d'un monument historique mis en place par notre ami Édith Noailles sur la base d'une idée de Annie Gondras qui était, vous savez, l'auteur de la valorisation touristique des châteaux et des demeures historiques. 90 ans, c'est un bel âge et il devient urgent de penser transmission, même si nous y pensons quotidiennement et parfois le sujet est difficile, nous le savons. Nous avons donc voulu donner la parole à ces trois jeunes repreneurs qui ont des profils et des parcours différents pour qu'ils témoignent des moteurs et des enseignements de cet engagement, mais aussi pour qu'ils nous fassent part de leurs interrogations et nous communiquent à nouveau, à nous les plus anciens, leurs énergies et leur enthousiasme. À titre personnel, j'y suis d'autant plus sensible que mon parcours prend sa source dans un accident de la vie de mon père lorsque j'avais 21 ans. Avant de leur donner la parole, je voudrais vous lire un message de la famille de Jean de la Chauvinière à la suite de l'article, excellent par ailleurs, et je remercie Claire Baumelard, qui est peut-être parmi nous aujourd'hui, journaliste au Figaro, pour l'excellent article qu'elle a écrit hier, sur une pleine page, et qui effectivement évoquait avec peut-être un peu de brutalité la question du château de Tanlay, qui est le château de notre ami Jean de la Chauvinière, qui a été aujourd'hui de son épouse et de ses enfants, et qui Jean a été, vous le savez, pendant de longues années, vice-président délégué de la demeure historique, et par ailleurs un acteur important de toutes ces questions. Je vous lis donc ce message familial, et qui sera repris, bien entendu, dans notre revue. La volonté, donc la famille de Jean de la Chauvinière m'a demandé de transmettre le message. La volonté de poursuivre l'histoire familiale à Tanlay est une réalité et une proposition de reprise par un des enfants est actuellement à l'étude entre nous. Nous nous sommes adressés à une agence spécialisée dans le cadre d'un contrat de confidentialité pour avoir une meilleure connaissance de la valeur de Tanlay sur son marché. Nous pensions que cette information pouvait nous aider et nous souhaitons tous qu'une reprise familiale aboutisse. Je crois que nous pouvons nous associer à ces vœux, bien entendu. Voilà, je propose maintenant que premier, je crois que c'est Louis Elzéar qui ouvre le feu. Louis, je vous passe la parole pour être le premier témoin. Donc nous enchaînerons nos témoignages et ensuite seulement, si vous voulez bien, nous proposerons à la salle de poser des questions, ce qui permettra de les adapter en fonction de ces témoins, de ces jeunes témoins que nous remercions chaleureusement de nous apporter l'énergie et l'enthousiasme de leur âge et dans différentes circonstances. Louis, je vous passe la parole. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Président, tout d'abord d'avoir mis ce sujet aujourd'hui lors de ce rendez-vous. Sujet pour lequel on est hélas aujourd'hui pleinement concerné. Donc je vais essayer de faire un petit témoignage en 4 points. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Donc Louis Elzéar de Savran-Courtevesse, donc c'est le château de Cazeneuve qui est situé en Gironde, donc ancienne propriété du roi Henri IV et de la reine Margot. Un château et son parc qui sont classés monuments historiques. Je voulais faire donc une intention en 4 points. 1, c'est bien sûr la vie qui change. 2, c'est l'urgence de la situation quand on se trouve confronté à ce type de situation. 3, c'est comment continuer, entre guillemets. Et 4, les problématiques rencontrées, sur lesquelles on pourra débattre après. Tout d'abord, donc sur la vie qui change, sur la propriété de Cazeneuve, c'est une propriété qui n'a jamais été vendue pour le XIIe siècle. Donc déjà sur la transmission, je ne me suis pas trop posé de questions, c'était à moi de reprendre le flambeau. Ce que je vais essayer, ce que je vais faire et ce que je vais essayer de faire au mieux. Une vie qui change, j'étais jusque-là cadre bancaire, jusqu'à avril dernier à Bordeaux, je dirigeais une centaine de salariés. Je vais dire un métier stable, voilà, un emploi entre guillemets assuré. Mon épouse également, et puis mes 3 enfants, donc scolarisés. Donc tout ça en une nuit entre guillemets vol en éclats pour bien sûr reprendre le flambeau
déménagement, d'émission, avec un avenir entre guillemets incertain. L'urgence de la situation, tout d'abord, confronté à ouvrir, puisque mon papa est décédé 3 jours avant l'ouverture, donc tout d'abord c'était déjà ouvrir la propriété au public, rassurer aussi les salariés bien sûr qui dans de tels événements se posent beaucoup de questions sur la continuité, est-ce que le fils va reprendre, est-ce que ça va être vendu, etc. Donc de suite les rassurer. Et ensuite bien entendu c'est assurer un maximum le chiffre d'affaires pour pouvoir payer les charges annuelles avant déjà de penser au projet, etc. Donc ça c'est les 3 choses que j'ai fait dès le début. Ensuite, bien sûr, c'est les aspects juridiques arrivent assez rapidement et je tiens à remercier ici la demeure historique de son soutien, de ses précieux conseils. Voilà, donc je tiens vraiment à vous remercier, Monsieur le Président, mais aussi à tous ceux qui travaillent avec vous, parce que vous m'avez vraiment beaucoup aidé dans ces moments difficiles. Troisième point, c'est continuer donc avec ma mère l'œuvre de mon père, depuis une vingtaine d'années qui restaure ce château. Aujourd'hui donc un véritable joyau, donc c'est continuer les huisseries, donc c'était une phase qui avait été validée avec les monuments historiques sur 5 ans. On est aujourd'hui aux huisseries du 2e étage, donc on va continuer cet hiver ces travaux-là. Investir aussi sur le parc, puisque de plus en plus de visiteurs souhaitent passer de plus en plus de temps dans ces monuments historiques, donc on va développer aussi l'activité autour du parc classé et Natura 2000 également. Et enfin, dans un moyen terme, c'est développer encore plus l'accessibilité aux handicapés. Mon père en avait fait un fer de lance, on va continuer le projet. Donc là, je me permets aussi de venir auprès de la demeure historique parce que là, c'est des gros projets avec des millions d'euros à investir et peut-être voir aussi au travers du mécénat, etc. Je pense que c'est des choses qui sont importantes aujourd'hui d'ouvrir au plus grand nombre nos monuments. Et donc sur les problématiques rencontrées, j'en ai mis que quelques-unes parce que bien entendu, vous le savez bien, il y en a des centaines. Premier point, droit de succession, ISF. Droit de succession, c'est vrai que quand vous reprenez une propriété comme ça, moi la première chose que j'ai fait, c'est prévisionnel. Donc assurer le chiffre d'affaires, les charges annuelles, etc. Et puis 6 mois après, vous avez le couperet qui tombe avec les droits de succession à payer. Et là, je vous avoue que je ne les avais pas bien anticipés et ça s'élève quand même à un certain montant. Donc aujourd'hui, c'est vrai que c'est un sujet, je pense, sur lequel il faut débattre aussi avec les instances publiques parce que heureusement que mes parents m'avaient donné en nue propriété une partie de la propriété, sinon je ne sais pas aujourd'hui comment j'aurais payé ces droits-là. Ces droits sur lesquels j'ai dû emprunter, bien entendu, pour pouvoir les payer, puisque c'est impossible à payer en une seule fois. ISF, j'étais pas concerné jusqu'à aujourd'hui, je vais devenir, alors que c'est que de l'immobilier. Donc là aussi, je vous ai dit, c'est transmission de patrimoine. Un patrimoine que je vais aussi essayer de transmettre à mes enfants, donc bien entendu le but c'est pas de le vendre, mais c'est continuer l'œuvre de mon père, continuer les travaux pour le donner le mieux possible à mes enfants, mais on sera aussi un jour concernés nous-mêmes à transmettre à nos enfants, et voilà, c'est une problématique aussi à soulever. Et enfin, on est un véritable poumon, je dirais, pour nos petites communes. On est une petite commune du Sud Gironde, c'est vrai qu'on est quand même un poumon économique, on passe à peu près 25 000 personnes par an, et je trouve qu'on n'est pas assez soutenu par les aides publiques, notamment nous on est confrontés au problème de subvention sur les travaux dans notre région où on a une subvention de 40% des affaires culturelles, mais derrière, le conseil régional général ne s'occupe pas du tout de nous, et ça je trouve ça assez dommageable, notamment sur des aspects qui pouvaient être pratiques, c'est les subventions sur travaux, mais ça peut aussi concerner directement le conseil général comme le fléchage, où aujourd'hui je me bats pour qu'on soit mieux fléché, et c'est des choses sur lesquelles on est en cours de négociation avec les organismes publics. Voilà, donc je suis à votre écoute si vous avez des questions par la suite. Voilà. Merci. Merci beaucoup Louis pour ce très beau témoignage. Donc, vous avez magnifiquement exprimé ce passage de flambeau en toutes circonstances, sans réfléchir. Bien sûr, on réfléchit après, vous l'avez également dit. Je passe la parole maintenant à un autre cas de figure, tout aussi passionnant et séduisant, celui de Guillaume Garde, 23 ans. Donc, je crois que vous êtes le Benjamin, probablement de la salle d'ailleurs, bravo à vous. Et vous avez fait l'acquisition il y a 2 ans du château de Carneville dans la Manche pour en faire un beau projet culturel à l'échelle du domaine et aussi du Cotentin. Je vous passe la parole. Merci. Je voudrais, pour une toute première chose, remercier très chaleureusement le Duc de Noailles qui m'a accordé sa confiance en attribuant le prix Jeune Repreneur, et évidemment par la même occasion tous les membres du jury qui ont cru en moi. Bon, vous dévoilez un peu des choses pour cet après-midi, donc oui, on gardera le secret jusqu'à cet après-midi. Mais voilà, je tenais absolument à avoir l'occasion de le faire. Alors comme vous l'avez dit, en fait, je suis arrivé à Carneville dans le cadre d'un achat en août 2012, donc assez récent. Et ce que je tiens absolument à dire, c'est que même si c'est un achat,
ça reste une aventure familiale, puisqu'on ne peut pas assumer un projet comme ça, de cette envergure, tout seul. De toute façon, ça ne servirait à rien d'y arriver tout seul, puisqu'on n'aurait personne avec qui le partager. Donc depuis le décès de mon père en février 2012, personne avec qui j'avais construit le projet de l'achat, mais qui n'a pas vu la concrétisation, voilà, le noyau familial avec ma mère et ma sœur, c'est très resserré, et en fait, on est tous dans cette aventure, parce qu'on ne peut pas y arriver tout seul. Donc, comme disait Monsieur le Président, ce projet de Carneville a plusieurs tiroirs, et c'est avant tout un projet culturel, c'est-à-dire que j'ai envie vraiment d'ouvrir cette maison, qui se situe dans la pointe du Cotentin, à tout le monde, en faire vraiment un pôle culturel, donc à travers ce qui peut s'organiser à l'intérieur de la maison, des concerts, des expositions, on a eu une ouverture des Jeux équestres mondiaux à l'été dernier, un concours d'attelage ancien et d'élégance, voilà, tout un tas de choses, mais aussi apporter des choses dans le coin. Et je travaille notamment avec une association qui s'appelle les Frivolités Parisiennes, qui est un orchestre de 25 personnes qui travaille avec la salle Fabar à l'Opéra Comique, et qui tous les ans sort un opéra bouffe de l'oubli, et cette année c'est le Petit Faust de Hervé qui n'a pas été joué depuis, qui a été créé en 1862 et qui a été joué que très peu de fois depuis. Et donc on va le faire donner en parallèle avec l'association des Amis du Château et l'association des Frivolités Parisiennes au théâtre de Cherbourg, puisqu'à Cherbourg on a la chance d'avoir un très beau théâtre. Donc voilà, en fait c'est Carneville, vraiment ce pôle culturel à l'échelle du domaine et dans une échelle un petit peu plus volontaire et généreuse autour de nous. Alors les différents points que vous pouvez voir affichés sur l'écran, en fait, sont vraiment des choses qui me tiennent à cœur dans ce projet, qui sont, à mon avis, des clés de réussite. Et s'il y a un point vraiment sur lequel il faut insister, c'est que ce projet, il faut absolument y croire soi-même. Parce que si nous, on n'y croit pas, personne n'y croira pour nous, et ça, je pense que c'est à l'échelle de chaque propriétaire. Comme je vous ai dit, on ne peut pas y arriver seul, mais on est un moteur pour une maison. Le premier des conservateurs d'un bien, c'est celui qui y habite. Et donc voilà, si on y croit, on peut y arriver. Il faut savoir s'entourer, il faut savoir accepter l'aide. Alors, comme disait Louis tout à l'heure, il y a énormément d'embûches qui se créent déjà dans le contexte du XXIe siècle dans lequel nous sommes, puisqu'une maison comme peut-être Carneville ou Cazeneuve ou la Ferté-Saint-Aubin ne sont pas des maisons qui sont adaptées aujourd'hui à notre monde. Ça pouvait vivre avant avec des terres agricoles ou des fortunes qui pouvaient être familiales. Aujourd'hui, ça en devient très compliqué. Donc je pense que le tourisme et le divertissement culturel dans le cadre du respect de la maison, c'est sincèrement quelque chose qui est très positif pour un patrimoine. Voilà. Et donc, un point qui est très important, c'est le dernier point qui est sur cette liste, c'est transmettre avant tout à un passionné du patrimoine. Là, on est dans le cadre d'un achat, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette histoire de la maison et cette histoire de la famille associée à la maison. Mais je pense qu'en toute chose, que ce soit dans un cadre familial ou dans un cadre d'achat, la personne qui doit reprendre la maison doit en être passionnée à 200%. Puisque c'est vraiment comme un mariage, en fait. C'est un couple à trois, on est avec notre compagne et la maison. Voilà. C'est-à-dire que tout le monde doit faire des efforts pour cette maison-là. Et donc, si on n'a pas cette passion et cette certaine déraison, on ne peut pas y aller. Et d'ailleurs, mon père, peu de temps avant qu'il parte, a dit une phrase qui m'a beaucoup aidé. Il m'a dit: Guillaume, être sage, ce n'est pas être raisonnable. Et bien, je l'ai écouté. Et j'ai concrétisé ce projet. Et voilà. Donc, pour clore mon intervention, et après, si vous voulez, on peut échanger sur certaines choses. Je vais évidemment dire un mot sur mon père. On a fait une relation très fusionnelle. J'étais vraiment fier de lui jusqu'à la dernière seconde. Il est parti serein. Et maintenant, j'ai envie que ce soit lui qui soit fier de moi. Voilà. Bravo Guillaume, je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions pour vous tout à l'heure et bien sûr nous mettons sous embargo jusqu'à cet après-midi l'information que vous avez révélée. Je voudrais maintenant, avant de donner la parole à Lancelot Guyot, qui, je corrige tout de suite une erreur, c'est lui le Benjamin, mais ils sont tellement jeunes, parce que Lancelot a 21 ans, vous voyez, c'est 23. Bon, alors ils ont tous les deux le même âge, mes fiches ne sont pas tout à fait exactes. Avant que Lancelot n'intervienne et témoigne sur un autre cas de figure extrêmement intéressant de transmission douce et préparée cette fois, et nous annonce également une belle création en fin de son intervention, je voudrais donner la parole dans la salle à de ces professionnels qui sont des facilitateurs de transmission patrimoine. J'aime mieux ce mot parce qu'on a peut-être un peu tendance
parler de marchand, même si juridiquement peut-être que c'est un peu le cas, mais en tout cas ça n'est pas l'esprit. Vous vous souvenez qu'il y a 10 ans exactement à Fontenay, pour ce magnifique moment des 80 ans de la demeure historique, et je crois que Père Hénard nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui, elle n'était pas là ce matin, mais c'est cet après-midi. J'avais demandé à Bertrand Lenaille d'intervenir, de nous apporter son regard d'expert en la matière. Et là, aujourd'hui, j'ai demandé à Patrice Besse, qui est dans la salle, de nous apporter ce témoignage qui est toujours empreint de subtilité, car c'est un rôle extrêmement subtil, parfois décrié, absolument nécessaire, que ceux de ces facilitateurs de transmission. Et en tout état de cause, ils ont un regard particulier, à la fois extérieur et intérieur. Donc Patrice, si vous voulez bien intervenir depuis la salle. Bonjour à tout le monde. Alors je vais vous faire part de mon expérience, effectivement, de facilitateur pour la transmission des bâtiments qui vous occupent. Ce que je peux dire, c'est que je constate depuis 5 ans, à peu près, guère plus, qu'on arrive à une fin générationnelle de ces châteaux. Et je peux vous en donner quelques motivations, quelques explications. C'est l'expérience que je vais vous livre aujourd'hui, mon expérience. Alors, en dehors des aspects fiscaux, effectivement, qui ne sont pas, eux, des facilitateurs facilitateurs, je ne sais pas si le mot est très français, qui ne facilitent pas, en tout cas, la transmission de ces bâtiments. On me dit d'ailleurs à cet égard, souvent, on me dit, ah, si le droit d'aînesse existait encore, la chose serait plus simple. J'entends ça assez souvent, mais c'est d'ailleurs assez vrai dans le fond. Le droit d'aînesse n'existe plus. Moi, je constate que des châteaux dans des familles, depuis très longtemps maintenant, sont en train de sortir de ces familles. Alors pourquoi? La raison essentielle, ça peut vous surprendre, c'est que nos enfants, vos enfants, maintenant n'ont plus le même rythme de vie. Les choses évoluent de plus en plus vite. Le rythme de vie est très accéléré et ces bâtiments sont quand même des freins à ce rythme très accéléré. Et on a tous des enfants maintenant qui sont à Londres, à New York, à Singapour, à Shanghai en train de faire des études et qui malheureusement, dans le contexte économique actuel, qui restent souvent dans ces pays, qui se marient dans ces pays, qui font carrière professionnelle dans ces pays. Et ces enfants-là, en fait, veulent bien revenir dans vos châteaux, sont tout à fait d'accord pour y revenir, mais plutôt à certains moments de l'année, quand il fait chaud, quand les bâtiments sont bien agréables à occuper, quand le couvert est mis, que vous les accueillez dans des conditions très agréables, mais quand l'hiver, le bâtiment est un peu plus difficile, vous y êtes souvent seul. Et ça, je vous garantis que c'est un des motifs essentiels de la transmission de ces bâtiments actuellement. Alors après ça, il y a tous les enfants qui me disent aussi, écoutez, on a vu nos parents tous les week-ends avec les voitures chargées, les coffres, avec des râteaux, des fourches, des machins, des trucs. On ne veut pas refaire la même chose, on préfère aller dans l'hôtel 4 étoiles quand on vient en France ou quand on part en week-end. Et c'est donc ce motif-là qui fait que les enfants ne reprennent plus actuellement vos bâtiments. Alors, je vais aller un peu au-delà de l'intervention, je m'en ferai pas, mais je vais vous donner ma conception de l'utilisation de vos bâtiments maintenant. Je parle là des gros bâtiments, des monuments un peu compliqués à reprendre. Je pense qu'il faut réinventer, pour pouvoir transmettre ces bâtiments, il faut réinventer une nouvelle utilisation de ces bâtiments. C'est-à-dire qu'avant, c'est un lieu commun de le dire, mais ces bâtiments vivaient avec leur environnement. Vous aviez des terres, vous aviez des bois, vous aviez des chasses, vous aviez des revenus qui venaient de ces bâtiments. Maintenant, ce n'est plus le cas, c'est très rarement le cas, et même quand vous avez des revenus, ça ne couvre qu'à peine les charges que vous avez. Donc il faut réinventer une histoire à ces bâtiments, et il faut réinventer une histoire culturelle autour de ces bâtiments. C'est-à-dire qu'il faut se servir, et j'y travaille en ce moment avec des professionnels, il faut se servir de l'histoire du lieu pour arriver à animer culturellement et commercialement le lieu. On ne peut pas indéfiniment se dire on va reprendre un bâtiment comme ça, je suis parisien, j'ai un 3 pièces dans le Marais, je vais le vendre et avec mon pécule, je vais m'acheter un château, je vais faire 3 chambres d'hôtes, je vais faire 5 mariages par an et je vais y vivre tranquillement. Ça n'existe pas, c'est un modèle économique qui ne tient pas.
c'est un modèle économique qui peut faire subsister pendant un certain temps, mais qui ne tient pas. Donc il faut trouver une façon d'animer ces bâtiments culturellement et entraîner avec nous, avec vous, une économie locale. Et je pense qu'il y a vraiment un vecteur très important économique à développer. Alors c'est pas très facile à faire parce que vous êtes tous des individualités, donc vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas de savoir pour communiquer sur une activité économique. Donc il faut arriver à se fédérer, il faut arriver à développer des réseaux d'information entre nous, entre vous. Et là, vous arriverez peut-être à céder ces bâtiments à vos enfants. Ceci dit, quand vous ne les cédez pas à vos enfants, c'est pas toujours très grave, parce qu'il y a quelquefois des enfants qui ne sont pas issus de ces milieux-là, qui les reprennent de façon formidable, extraordinaire. Moi, j'ai eu la chance de visiter le château de ce monsieur en bout de table. Et je vois qu'il a une passion inouïe, sans fin, et qu'il a une science déjà incroyable de ce château. Il en connaît l'histoire, il en connaît l'architecture, il en connaît l'environnement. Et donc, céder à des gens comme ça, je trouve que c'est très, très positif. Ceci dit, ce sont des exemples encore très isolés. Donc, je pense que si vous cédez, je vais vous choquer dans le terme, mais des outils commerciaux, ce sera plus facile de céder le bâtiment et de le laisser dans vos familles. Voilà. C'est mon expérience. Donc en somme, vous nous dites qu'il faut penser au contenu, au sens économique du terme, bien sûr, pour la transmission. Mais bien sûr, on ne peut pas le faire sans. Bon, restez pas loin peut-être pour les questions de la salle tout à l'heure. Merci Patrick pour ce témoignage. Et je propose maintenant que nous passions la parole à Lancelot Guyot. Donc Lancelot, un troisième scénario. Évidemment, les Guyot dans notre métier, c'est un nom, c'est une estampille presque. Et donc, je trouve que votre témoignage dans ce schéma de transmission douce est tout à fait complémentaire et important. Et en fin d'intervention, vous nous annoncerez la création d'une délégation ou d'un club, comme vous voudrez, et dont je reparlerai ensuite. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis ravi de pouvoir intervenir après M. Patrick Spes, parce que mon intervention, en tout cas la première partie de cette intervention, va s'inscrire complètement dans ce qu'il disait. Je vais me présenter, je ne sais pas si le mot est français, mais en tout cas je vais le réutiliser comme facilitateur de transmission. C'est l'ambition que j'ai à terme, je veux en faire mon métier, mais d'une manière différente. C'est ce que j'ai testé depuis quelques mois, c'est ce que je teste à l'heure actuelle depuis quelques mois avec mes parents au château de la Ferté-Saint-Aubin, dont j'ai repris la gestion depuis donc le mois de mai dernier, depuis étant fraîchement diplômé d'une école de commerce. Donc j'ai mis au point une solution en fait d'attente, si je puis dire. Étant l'aîné d'une famille de 4 enfants, il n'était pas encore temps de penser à la transmission complètement, puisque mon plus jeune frère était encore au lycée. Mais mes parents voulaient pas se débarrasser, mais voulaient céder un petit peu et lever le pied sur l'exploitation de la Ferté-Saint-Aubin, qui est une grosse machine, puisqu'on réalise entre 40 et 50 réceptions par an, on réalise 45 000 visiteurs à l'année également, et on a également des gîtes de groupe où on accueille notamment beaucoup de réunions familiales. Donc ça devenait de plus en plus pesant pour mon père, qui en plus est tombé amoureux de la région Dordogne, du département de la Dordogne et de sa gastronomie et de son patrimoine, et donc est parti s'installer au château de Bridoire, à côté de Bergerac. Donc j'ai repris la gestion du château de la Ferté-Saint-Aubin sur un modèle un petit peu atypique. En fait, j'en suis uniquement le gestionnaire pour une période de 9 ans. Et je ne touche absolument pas au patrimoine. Je suis uniquement, si je puis dire, utiliser cette expression qui n'est pas appropriée à de tels monuments, mais l'expression de fonds de commerce. En fait, j'exploite le fonds de commerce sur une période de 9 ans, moyennant un loyer. Voilà un petit peu, et après, donc, c'est via le biais d'une société, et j'ai repris également depuis, c'est tout récent, depuis un mois maintenant, je suis l'heureux nouveau gestionnaire du château de Beauménil, dans l'Eure, qui appartient à la fondation Furstenberg, et qui m'en a confié la gestion aussi pour une période de 10 ans. Voilà un petit peu donc, pour la première partie de mon intervention, et sur un thème qui m'est très cher à la transmission, et dont on parle beaucoup en famille, parce que voilà, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire familiale, mais voilà, mon père a vraiment construit en fait ce patrimoine et a vraiment bâti et ça a été l'entreprise de sa vie, et il veut que ça passe à la postérité, donc on est très attaché à ça et on en parle énormément, c'est absolument pas un sujet tabou, et on essaye de préparer ça au mieux.
La deuxième partie de mon intervention porte sur quelque chose qui est lié évidemment, hein, mais qui est un petit peu différent. J'ai eu l'opportunité au début du mois d'octobre de participer à l'Assemblée Générale de l'EHHA, excusez mon accent anglais, c'est European Historic Houses Association, au sein de laquelle une initiative Next Generation a été lancée par un jeune anglais. Et l'idée en fait est de rassembler au niveau européen des délégations de jeunes repreneurs pour en fait essayer d'aborder ces problématiques, notamment de transmission, mais également toutes les problématiques qui sont propres aux monuments historiques, d'une part à l'échelon européen, et d'une part que ces problématiques soient, dans la mesure du possible, portées par la jeune génération. Alors, ça a été extrêmement enrichissant, ce petit séjour à Lisbonne de 3 jours, enfin d'un week-end. Donc on était 22 jeunes, pour la première année, 22 jeunes de tous les pays, enfin un grand nombre de pays d'Europe, des Anglais, des Italiens, des Espagnols, Portugais, Allemands, Belges, Luxembourgeois, Suisses également. Pour la France, j'ai donc eu la chance d'être accompagné par ma sœur Alice, qui s'occupe du château de Landal, en Ille-et-Vilaine. Il y avait également pour la France le Jean de Comarque, pour le château de Comarque, qui en a repris la gestion tout récemment également. Et pour le château du Ménil-Voisin également, les deux frères Audouin et Alban de Beaugrenier. Donc on représentait modestement la France, et surtout en fait on s'est rendu compte à cette occasion, à Lisbonne, qu'on était le seul pays en Europe à ne pas avoir de délégation jeune, si je puis dire. C'est-à-dire vraiment tous les autres pays avaient une organisation qui rassemblait tous les jeunes repreneurs ou futurs repreneurs de monuments historiques. Et c'est quelque chose en fait qui nous a paru extrêmement, on n'était pas forcément au courant, et qui nous a paru extrêmement important. Et donc l'idée est venue de remédier à cette lacune et de créer une délégation jeune pour la France qui pourrait s'inscrire au sein de l'EHHA dans cette démarche de Next Generation, et de en fait vraiment avoir des jeunes repreneurs qui sont sur le terrain, qui sont opérationnels, qui s'occupent de monuments historiques et qui pourraient en fait témoigner. C'est un des points les plus importants pour moi de cette démarche, c'est témoigner médiatiquement que notre génération, ma génération, s'intéresse au patrimoine. C'est vraiment, je pense, un cliché qu'on a trop souvent sur les jeunes, qu'ils se désintéressent de plus en plus du patrimoine. Ça peut être vrai, mais en fait, il faut vraiment juste essayer de montrer une autre image de ce patrimoine, montrer que justement on est des jeunes et qu'on monte au créneau pour défendre ce patrimoine, qu'on y est foncièrement très attaché. Et voilà, c'est quelque chose de très important pour moi, et surtout ça peut participer à une meilleure image du patrimoine français et du patrimoine européen. Les deux autres objectifs de ce club, de cette délégation, ce serait évidemment l'échange d'expériences. Voilà, je pense qu'avec les 3 témoignages que vous avez aujourd'hui, c'est un petit échantillon, mais ça montre qu'il y a vraiment des points, en fait, je pense, où on a tous les mêmes problématiques, on est tous confrontés aux mêmes problématiques, on a tous la tête dans le guidon dans notre monument, dans la gestion quotidienne de ces monuments. Et il faut qu'on arrive justement, le but de cette délégation serait d'essayer de justement sortir un petit peu la tête du guidon et de pouvoir échanger sur des problématiques de fond. Et en fait, surtout, je pense que ça peut faire énormément de bien en moral, parce que parfois on se sent extrêmement seul. Voilà. Et puis le dernier objectif, ce serait vraiment évidemment, donc c'est complémentaire, de créer un réseau. Et justement pour essayer de se soutenir mutuellement, et voilà, lorsqu'on est confronté à une problématique, de pouvoir l'affronter collectivement, de demander si dans la Manche ils ont eu ce genre de problématique, comment est-ce qu'ils ont réussi à en venir à bout. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment énormément de choses à faire de ce point de vue-là, et voilà, je vais répéter, mais c'est quelque chose de très important pour moi. Je pense que les jeunes montrent qu'ils ont un grand intérêt pour le patrimoine, et pour essayer de redorer un petit peu ce blason. Merci Lancelot pour ce témoignage qui complète les 2 précédents avec cette approche très originale. Les Guyot sont toujours des précurseurs, on le sait, et donc une fois de plus vous le démontrez, c'est de la génétique. Et donc bien entendu, je vous l'ai dit lorsque nous avons échangé, nous accueillons au sein de la demeure historique avec bonheur club, délégation des jeunes repreneurs que vous allez animer, et on va vous aider à recruter simplement pour que cette lacune française au sommet de Lisbonne, on va l'appeler comme ça pour faire chic, soit comblée très rapidement. Vous souhaitiez, c'est une bonne idée, avoir un parrain dès à présent au sein du conseil d'administration, et Jean-Charles de Beauvais, qui ne peut pas être là aujourd'hui, qui est un jeune repreneur aussi, lui un peu moins jeune que vous, et qui fait un travail formidable à Vaux-le-Vicomte avec son frère et ses frères, sera votre parrain, et puis
dans un second temps, bien entendu, vous accéderez au conseil d'administration pour exprimer la voix de cette jeunesse.